Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Alors ça ne vous aura pas échappé depuis le début de l'après-midi. Cette année, l'Université d'été du MEDEF fête ses 20 ans. L'occasion d'imaginer ensemble à quoi ressemblera le monde dans 20 ans, la France dans 20 ans et l'entreprise dans 20 ans. Merci d'accueillir Thierry Wathelet, un expert agency. Bonjour à tous, bonsoir Mathilde. Alors Thierry, pourquoi êtes-vous là? Dites-nous un peu ce qui vous amène sur cette université d'été. Parce qu'on m'a posé une question, et avons-nous de bonnes raisons de croire dans les 20 prochaines années? Généralement, on nous demande 20 raisons pour croire dans la nouvelle année. Cette fois-ci, c'est une raison pour les 20 prochaines années. Et la réponse, je ne l'ai pas. Je pense cependant, et c'est ce que je vais vous expliquer dans un instant, que nous ne pouvons pas ne pas y croire. C'est une double négation, mais c'est obligatoire pour chacun. Vous ne pouvez pas ne pas croire dans le temps qui va venir. Alors, je vous invite à vous adresser directement à la caméra et à nos spectateurs qui sont en direct sur Facebook. Merci beaucoup, Mathilde. Bonsoir à tous. Pourquoi croire dans les 20 années qui viennent? Alors, si je vous dis, soyons optimistes, comme cela a déjà été dit, la moitié d'entre vous va penser très certainement c'est un angélique, et l'autre va penser c'est un cinglé. Si je vous dis soyons pessimistes, la moitié d'entre vous dira il est diabolique et l'autre moitié c'est un cinglé. J'ai donc envie de reposer la question pourquoi y croire? Ça dépend. Et là, un tiers d'entre vous dit il est normand, un tiers il est jésuite et le dernier tiers il est les deux. Je repose la question. Pourquoi y croire? Nous devons y croire très profondément. Et j'aimerais vous le montrer en 3 tableaux. Premier tableau, je vous emmène chez Robert le Pieux. Nous sommes en 1005 après Jésus-Christ. Robert le Pieux est roi de France. C'est un ascète, il est barbu. Adressons-nous à Sa Majesté et demandons-lui, Sire, dans les 20 prochaines années, que va-t-il se passer dans votre royaume? Et donc d'abord, il va se recueillir dans la chapelle, car le salut se trouve d'abord dans la chapelle. Ensuite, il va se réunir avec ses conseillers, quelques-uns, pas beaucoup. Et ensuite, il va revenir vers vous, et voici le discours qu'il va vous tenir. Vous savez, dans les 20 prochaines années, il y a une chose qui va changer, du moins, je m'y attelle, c'est la frontière entre la Bourgogne et mon royaume. Je veux que ce territoire de la Bourgogne devienne français. C'est tout. Il ne s'occupe pas de Guillaume de Normandie, qui va lui poser gros soucis en 1066. Il ne s'occupe que d'une chose, de ce qui le préoccupe. Merci beaucoup. Y a-t-il néanmoins, si on pose une question à Robert le Pieux, de la rupture dans l'air ou de la disruption? Ce sont des mots qui n'existent pas. Le mot innovation en 1005 se retrouve uniquement dans les sommes théologiques, c'est-à-dire dans des livres extrêmement savants. Et cela signifie ceci: si vous êtes disruptif, si vous innovez, innovatio, cela signifie simplement que vous êtes hérétique. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans le parallélisme avec la croyance nécessaire dans les Écritures. Toujours dans le premier tableau, je vous emmène en 2005. Interrogeons les Français. Cela fait 7 ans déjà qu'ils ont la première étoile de champion du monde. Interrogeons les Français, demandons-leur, dites-moi, dans les 20 prochaines années, que se passe-t-il en France? Réponse. Ben vous savez, ça fait 2 ans qu'on a nos smartphones, on ne sait pas trop ce qui va arriver. On ne sait pas trop, mais on voit bien qu'il y a des choses qui changent. La première chose qui change, c'est qu'on communique beaucoup plus. La deuxième, c'est qu'on en parle déjà de sites Internet depuis pas mal de temps, mais de réseaux sociaux peut-être un peu plus déjà. Et on croit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais on ne sait pas quoi. Quand on relit l'histoire aujourd'hui d'Internet, regardez, on est parti des sites. Il y a eu les réseaux sociaux. On est arrivé ensuite sur les objets connectés, sur les blockchains, et entre-temps, on a eu quand même une partie de l'ubérisation de l'économie, et ce n'est pas fini. Qui aurait pu dire, dès l'avènement de ce premier protocole, qui permettait simplement à 2 ordinateurs de dialoguer entre eux, que l'on allait avoir toute cette histoire? Personne ne pouvait le prévoir. Je poursuis mon tableau numéro 1. Je vous emmène en 1830. Balzac a une maîtresse, elle s'appelle Madame Hanska. Et Madame Hanska est l'épouse d'un généralissime moustachu polonais. Donc, amoureux fou, Balzac entreprend d'aller rejoindre sa maîtresse à Varsovie. Et il va faire le premier voyage complètement en carrosse, en diligence. Ça va prendre des jours et des jours.
Et ils vont se voir plusieurs fois, ils vont se voir à Genève, à Londres, ils vont se voir à Paris, bien sûr, et puis à Lausanne. Le dernier voyage que raconte dans ses lettres Balzac se fait pour moitié en diligence et pour moitié en chemin de fer. C'est vous dire la vitesse à laquelle l'Europe, à l'époque, évolue. Et elle va poursuivre son évolution. Il y aura la machine à vapeur, mais on va la coupler à l'imprimerie. Et quand on aura les deux, cela va donner quoi? D'abord, les gazettes. Cela va donner la presse, mais la grande presse, qui va tirer à des dizaines de milliers d'exemplaires. Cela va donner aussi des livres à bas coût. C'est l'éducation nationale qui commence à naître derrière cela. Puis en 1890, vous aurez l'électricité. Et puis, le télégraphe sans fil, la radio, la télévision, et cela nous mène pratiquement jusqu'à nos jours. C'est la troisième révolution industrielle que nous vivons, où l'on a simplement comme énergie nouvelle l'intelligence, pas plus, rien que cette intelligence. Tableau numéro 1, qu'en déduit-on? 1. Le monde change tout le temps, même sous Robert le Pieux, mais il change très vite. Depuis 1830, et il ne change pas plus vite aujourd'hui qu'en 1830. Toutes les études comparatives, quels que soient les critères, qui font la comparaison entre la modification il y a à peu près un siècle et aujourd'hui, eh bien, sont des modifications qui vont à la même vitesse. On ne va pas plus vite aujourd'hui que l'on va plus vite il y a un siècle. Tableau numéro 2. Y a-t-il un frein dans ces changements ? Y a-t-il quelqu'un qui pilote quelque chose? Est-ce que quelqu'un est dans la cabine en train de dire on va à droite ou on va à gauche? C'est bien là le problème. C'est qu'il n'y a strictement personne qui pilote quoi que ce soit. On est dans un train fou et grosso modo, vous ne savez pas où il va aller. Oui, on ne sait pas où il va aller à cette seule mesure-ci. Je vous donne 2 points d'ancrage. Le premier ancrage s'effectue en 1485. Matthieu a parlé de la Renaissance, c'est un moment magnifique. 1485, nous sommes à Florence. Sort de Florence un jeune homme très beau, très intelligent. C'est une sorte de mélange entre Marcello Mastroianni et d'un autre côté Umberto Eco. Les deux, intelligence et beauté. Il sort de là, il se rend à Paris, il arrive à la Sorbonne et voici ce qu'il va dire. Mesdames, messieurs, je viens présenter ici 800 thèses. 800. Et juste avant, il va dire, je vous demande 2 minutes, je me retire, j'ai une question qui me taraude, c'est la suivante, celle que vous vous êtes posée, celle que je me suis posée. Qu'est-ce qui caractérise l'homme par rapport à tous les autres organismes vivants? Il va écrire un petit livre qui fait 80 pages, Hominis Dignitate, de la dignité de l'homme, dans laquelle il va répondre, je vous donne la réponse très vite, mais très juste. Ce qui nous caractérise, dit-il, par rapport à tout le reste de la création, c'est la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la capacité que vous avez à gérer la seconde qui vient, à l'habiter de votre volonté, à vous dire je vais à droite ou je vais à gauche, ou même, ne décidant de rien, vous décidez quand même. L'expression ici de la liberté entraîne la capacité d'entreprendre, entraîne simplement l'entreprise. Ce que Matthieu vous a dit tout à l'heure, c'est que l'ignorance devient un échec à ce moment-là. Que se passait-il 1000 ans plus tôt? Vous ne vous posiez aucune question. Et si vous vous en posiez, on vous répondait « Arrête de te poser les questions, tout est dans les Écritures. Donc tu vas lire et tu auras la réponse. Et si tu n'as pas la réponse, ce n'est pas grave. Dieu l'a et ça ne te regarde pas. » À partir de la Renaissance, l'ignorance devient une capitalisation de curiosité. Et c'est ça le plus important. Ça nous concerne encore aujourd'hui. Deuxième point de mon deuxième tableau. Et pour l'entreprise, qu'est-ce qui change? Eh bien, pour l'entreprise, voyez-vous, il y a encore une chose très importante qui est pratiquement l'équivalent de la liberté chez Pic de la Mirandole. Je ne vous avais pas dit que ce jeune homme en question s'appelait Picot, de son prénom, de son surnom, et Pic de la Mirandole, de son nom. Pour l'entreprise, je vous engage à aller relire Alice au Pays des Merveilles, le tome 2. Dans Alice au Pays des Merveilles, tome 2, Alice, à un moment donné, rencontre la Reine Rouge. Et la Reine Rouge interpelle Alice et lui dit ceci: « Alice, cours !» Et Alice court. Et court. 1 minute, 2 minutes. Et Alice se rend compte que tout en courant, le paysage ne change pas. Alors elle interroge la Reine. « Dites-moi, pourquoi le paysage ne change-t-il pas? Dans mon pays, là d'où je viens, chaque fois que je cours, le paysage change. » Et la Reine a cette réponse incroyable. « Ici, on court uniquement pour ne pas tomber. »
Il y a ici des chefs d'entreprise, il n'y a ici que des chefs d'entreprise et j'aimerais vous interroger. Pourquoi courez-vous? Pourquoi innovez-vous? Pourquoi allez-vous de l'avant? Est-ce uniquement parce que la concurrence est là et que si vous n'allez pas à la même vitesse ou plus vite que la concurrence, vous tomberez? Ou est-ce pour une autre raison? Je vais revenir sur le mot innovation dans ce deuxième tableau. Innovation, le mot tel que nous l'utilisons aujourd'hui, a été mis au point, inventé, défini par Lord Byron 1635, dans un tout petit texte qui fait 3 pages, et je vous engage à y aller. Que nous dit-il de si extraordinaire dans ce texte? Il dit ceci, et c'est de notre époque, c'est de notre temps, et c'est de notre responsabilité. Il dit ceci, le bien et le mal s'affrontent dans notre monde. Le bien est en train de disparaître petit à petit. Et le mal, lui, reste identique à sa force originelle, de telle sorte que si nous ne faisons rien, le mal l'emportera au bout du compte. Pour augmenter la capacité du bien à être là, nous devons absolument, dit Lord Byron, innover encore, encore et encore. Voilà d'où vient l'innovation. L'innovation est une réponse à un temps corrupteur. Par rapport à cela, il y a la notion de progrès des Lumières qui est bien différente. Pour les Lumières, simplement, demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. C'est une croyance. Alors, vous avez le choix, c'est mon dernier tableau. Nous avons le choix aujourd'hui. Que voulez-vous? Des innovations, c'est-à-dire on tient debout juste parce qu'il faut tenir debout, ou bien on donne un sens à tout cela? Est-ce que vous allez entreprendre uniquement pour pouvoir créer, ou bien entreprendre pour pouvoir subsister? C'est tout ce qui nous est posé comme question. J'ai envie de vous prendre encore 90 secondes. Donnez-nous, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, de quoi rêver. Créez-nous des rêves, et des rêves plus grands que vous, plus grands que nous. J'aimerais simplement vous raconter l'histoire des pulls de nos grands-mères. Vous avez eu, vous aussi, des grands-mères qui vous ont tricoté des pulls. Et vos pulls, comment étaient-ils quand au pied de l'arbre de Noël, vous défaisiez ce paquet cadeau? Il grattait. Nous sommes d'accord là-dessus? Il grattait, voilà. Vous en avez reçu aussi. J'avais les mêmes. Il grattait. Je ne sais pas, chez Fil d'Art, la laine était soyeuse. La laine de nos grands-mères était toujours rêche. Deuxième caractéristique, le pull était moche. Vous aviez 12 ans et elle vous disait « mais tu vas le porter ». Et vous vous disiez dans votre tête « jamais je ne porterai ce pull devant les copains ». Troisième caractéristique, il était moche, il était rêche. Et il était trop grand pour vous, car votre grand-mère avait bien vu la chose. Simplement, je vais te tricoter, mon chéri, un pull qui va durer 4 ans. C'était une sérieuse punition. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, j'aimerais simplement vous dire ceci. Créez-nous des rêves comme nos grands-mères tricotaient des pulls. Toujours un rêve grattera à un moment donné. C'est pas facile d'installer un rêve dans la réalité. Il faut qu'il prenne appui. Il faut qu'à ce moment-là, le rêve puisse se greffer sur quelque chose qui n'est pas prévu pour lui. C'est de l'avenir que vous mettez sur le présent. Deuxièmement, ça va gratter et ça va être moche au début. Il va falloir du temps avec vos équipes pour que petit à petit, ce que vous allez mettre au point puisse être reconnu par tous les autres. Vous aurez toujours un peu d'avance. Il faut du courage pour cela. Pas seulement de l'audace, mais du courage. Et puis enfin, vous allez rêver, c'est-à-dire faire quelque chose plus grand que votre entreprise, plus grand que ce que nous sommes. Tricoter des rêves, c'est votre job. Voilà pourquoi on doit y croire. Merci. Merci beaucoup Thierry Wathelet d'avoir été avec nous sur la scène du Labo by We Do Biz. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les entrepreneurs sont le monde de demain. C'est bien cela. Quiconque entreprend a la capacité à changer une partie du monde, pas tout le monde, mais une partie du monde. Même lorsque vous entreprenez des vacances, la décision que vous prenez modifiera à un moment donné le lieu où vous allez vous trouver puisque vous y êtes. Et donc le regard que vous allez porter, celui que l'on portera sur vos vacances, le récit que vous allez en faire, tout cela modifiera les choses à venir et vous ne savez pas comment elles vont être faites. Voyagez à l'étranger, étudiez, revenez, qu'allez-vous raconter ? Vous allez sélectionner, c'est ce que disait Mathieu, vous allez sélectionner vos récits en fonction des défaites. Non, chaque hasard sera une victoire. C'est un joli message pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry Wathelet d'avoir été avec nous sur cette scène. On se retrouve très vite sur la page Facebook de We Do Biz.